En juillet 2019, le monde numérique a été secoué par une image macabre sur Discord. Le corps sans vie de Bianca Devins, 17 ans, la gorge tranchée, légendé simplement « Désolé ». Ce n'était pas de la fiction, c'était réel, diffusé par son meurtrier, Brandon Clark, qui a transformé un meurtre en spectacle viral. L'image s'est répandue rapidement sur Instagram, Twitter et 4chan, brouillant la frontière entre réalité et performance numérique. Les utilisateurs étaient horrifiés, incertains s'il s'agissait d'une blague ou d'un cauchemar devenu réalité, tandis que Clark continuait de publier des mises à jour troublantes. Internet, habituellement un lieu de mèmes et de selfies, est devenu la scène d'une horreur bien réelle. Des millions de personnes ont été contraintes de faire face à une nouvelle réalité. La violence non seulement commise, mais préparée pour un public. Le crime a exposé le côté obscur de la culture en ligne, où l'anonymat engendre la cruauté et la notoriété est un prix tordu. Les plateformes ont eu du mal à contenir la propagation, mais le mal était fait. La mort de Bianca est devenue un phénomène viral, impossible à effacer du monde numérique. L'affaire a soulevé des questions urgentes. Comment une telle brutalité pouvait-elle être partagée si facilement? Quelle est la responsabilité des plateformes? Le pouvoir de connexion d'Internet était devenu un outil de terreur. Ce fut un brutal réveil, un cauchemar numérique qui nous a forcés à remettre en question notre propre humanité. L'horreur n'était pas seulement à l'écran, c'était le reflet d'une société luttant pour maintenir son âme en ligne. Bianca Devin était plus qu'une victime. C'était une jeune femme créative et complexe de 17 ans qui a trouvé une communauté en ligne en tant qu'e-girl émergente. Ses cheveux aux couleurs vives, son maquillage artistique et son style punk anime ont inspiré des milliers de personnes sur Instagram et Tumblr. Elle partageait son art et ses luttes avec la santé mentale, ce qui la rendait accessible et réelle pour ses followers. Internet était son échappatoire, son système de soutien et sa scène d'expression personnelle. Bianca venait de terminer le lycée et rêvait d'étudier la psychologie pour aider les autres. Mais les mêmes plateformes qui lui donnaient une voix l'ont aussi exposée au danger. Après sa mort, l'étiquette e-girl a été utilisée pour la dévaloriser. Mais pour beaucoup, elle est devenue le symbole d'une génération naviguant dans un monde numérique risqué. Son histoire est un rappel. La recherche de connexion en ligne peut comporter des risques profonds. Bianca était une fille, une amie et une âme brillante perdue trop tôt. Son héritage ne concerne pas seulement les dangers d'Internet, mais aussi la perte d'une jeune femme qui avait tant à offrir. Brandon Clark, 21 ans, semblait ordinaire hors ligne, mais était profondément immergé dans les communautés de jeux en ligne. Sa persona numérique masquait une instabilité croissante. Ses amis le décrivaient comme charmant mais volatile, tourmenté par l'insécurité et la jalousie. Clark est devenu obsédé par Bianca, la suivant en ligne et devenant possessif à mesure que sa popularité augmentait. Ses publications laissaient entrevoir une obscurité, des références de suicide, à la possessivité et à un sentiment de droit. Il voyait Bianca comme un trophée, pas une personne, un signe avant-coureur courant dans les cas de violence conjugale. La jalousie de Clark a escaladé alors qu'il surveillait chacune de ses interactions en ligne. Ce comportement contrôlant, amplifié par des sous-cultures en ligne qui validaient la masculinité toxique, a alimenté son obsession. Il n'était pas un monstre surgi de nulle part, mais un individu perturbé dont la descente était visible dans sa trace numérique. La tragédie a été le point culminant de l'instabilité personnelle et des influences les plus sombres d'Internet. La relation entre Bianca et Clark a commencé en ligne, passant rapidement d'Instagram à Discord et Snapchat. Ce qui a commencé comme une amitié numérique typique est rapidement devenu toxique à mesure que l'infatuation de Clark devenait possessive. Il est devenu contrôlant, exigeant une attention constante et réagissant avec rage aux affronts perçus. Bianca s'est sentie étouffée, essayant de poser des limites alors que l'obsession de Clark s'intensifiait. Leur relation est devenue un cycle de ses crises et de ses tentatives pour l'apaiser. En ligne, les signaux d'alarme, jalousie, surveillance, manipulation, étaient plus difficiles à repérer. Les outils qui les connectaient sont devenus des instruments de contrôle. Le point de rupture est survenu après un concert, lorsque Clark a vu Bianca embrasser un autre homme. Pour Bianca, c'était la liberté de la jeunesse. Pour Clark, c'était une trahison. Ce moment a préparé le terrain pour l'horreur qui a suivi. Le retour du concert est devenu mortel. Dans une rue tranquille d'Utica, Clark a assassiné Bianca, lui tranchant la gorge.
Mais la violence ne s'est pas arrêtée là. Il a mis en scène la scène, photographiant son corps et partageant immédiatement les images sur Discord. « Désolé », a-t-il écrit, transformant une tragédie privée en spectacle public. Il a publié davantage sur Instagram, mettant à jour sa biographie pour marquer la vie et la mort de Bianca. Alors que les images se propageaient, les utilisateurs les ont signalées frénétiquement, et la police a été alertée de tout le pays. Quand il a été retrouvé, Clark a tenté de se suicider en prenant des selfies, désespéré de notoriété numérique. Son arrestation a mis fin au crime physique, mais le traumatisme numérique ne faisait que commencer. Les preuves, photos, publications, historiques de recherche sont devenues essentielles à sa condamnation. En 2021, Clark a été condamné à 25 ans de prison à perpétuité. Le crime a été résolu, mais les images virales ont hanté Internet. Les médias sociaux avaient été transformés en armes pour terroriser et diffuser la violence. Les retombées durèrent bien plus longtemps que le crime lui-même. Les publications de Clark ont déclenché une tempête numérique. Les images se sont propagées plus vite que les plateformes ne pouvaient les supprimer. Les utilisateurs ont tenté de noyer l'horreur avec Pink for Bianca, inondant les fils d'actualité, d'art et de positivité. Ce fut un acte collectif de deuil et de résistance, mais le traumatisme a persisté. Dans les recoins plus sombres, Clark était célébré. Bianca blâmée, un étalage grotesque de misogynie en ligne. L'affaire a exposé les limites de la modération de contenu et la rapidité des dommages viraux. Des plateformes comme Instagram et Facebook ont été critiquées pour leur lenteur à réagir. Les images sont restées en ligne pendant des heures, traumatisant d'innombrables utilisateurs. L'incident a forcé la Silicon Valley à faire face à ces échecs. Les algorithmes et les modérateurs se sont avérés inadéquats face à la cruauté numérique délibérée. Le pouvoir de connexion d'Internet était devenu une arme de terreur et de haine. Le meurtre de Bianca n'a pas été causé par Internet, mais il a été amplifié par celui-ci. Le crime de Clark était à la fois un acte et une diffusion, la violence entrelacée avec le spectacle numérique. Les conséquences ont conduit à la Bianca's Law, rendant illégal à New York de partager des images de crimes graphiques dans le but de nuire. Mais les lois sont réactives. Le véritable défi est de construire des espaces numériques plus sûrs. Les entreprises technologiques doivent investir dans une meilleure modération, et les utilisateurs doivent favoriser l'empathie et rejeter la haine. La glorification des tueurs en ligne révèle une maladie sociétale plus profonde. L'histoire de Bianca est un avertissement tragique. Nous devons protéger les vulnérables et affronter les recoins les plus sombres d'Internet. Son héritage exige que nous construisions un monde numérique plus compatissant. Un monde qui reflète notre meilleur, et non notre pire.